Bon, alors je dois quelques excuses d'une arrivée un peu en catastrophe. J'aurais vraiment aimé suivre vos débats, mais la SNCF en a décidé autrement, ou plutôt la technologie. Et ça tombe bien, parce que justement, je ne vais pas dire du bien de la technologie par la suite. Alors, je suis vraiment désolé de ne pas avoir été des vôtres avant, mais vous allez voir qu'en réalité, ceci est un peu la solution au problème que je voudrais soulever en récapitulation de cette journée. Et si j'ai bien lu votre programme, en prise de recul par rapport aux éléments que vous avez abordés aujourd'hui. En fait, le premier point que je voudrais dire, c'est que les technologies que nous avons développées pour utiliser notre environnement et le mettre à profit pour nous-mêmes ont trois caractéristiques. Elles ont été jusqu'à présent réductionnistes, elles ont été d'une efficacité hors norme, proche de 100%, mais malheureusement, elles ont généré beaucoup de balles perdues. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer l'émergence des civilisations occidentales. Et regardez le nombre d'outils qu'il y a dans cette salle, vous verrez qu'effectivement, en termes de performance, c'est absolument incroyable. Je vais vous citer un exemple. Il y a beaucoup de pesticides dont on parle en ce moment. Eh bien, en termes de performance, pour détruire les objectifs à détruire et pour atteindre leur cible, ils sont à 100%. On a vraiment une efficacité absolue. Mais c'est dans une vision réductionniste au sens où nous nions ici l'existence d'interactions complexes, d'un environnement, d'interactions multiples dans cet environnement, et donc, en particulier, ça tombe un peu... Enfin, il y a des balles perdues dans tous les sens. Alors, par exemple, quand on met des pesticides, bon, c'est résolu pour le problème visé, et vu du point de vue du problème visé, c'est absolument impeccable, hein. Sauf que il y a de l'eau qui coule sur les sols et ces sols reçoivent l'excès de pesticides et finalement, aujourd'hui, bien, les externalités négatives de ça, c'est 18 à 19 milliards d'euros par an en France, rien que pour les histoires d'eau et de conséquences d'une eau inadaptée à la boisson, puisque nous vivons dans une région où nous avons bu, jusqu'à il y a 2 ans, de l'eau riche en R471811. Alors ça vous dit peut-être rien, mais c'est un dérivé du chlorothalonil. Et on ne savait pas que ça existait, donc effectivement on ne le détectait pas, et donc l'eau était buvable jusqu'à ce que... Chose qui a fait dire d'ailleurs un responsable de la région de l'eau à Dour-Garonne, qui avait sans doute plus d'eau buvable en France. Alors il l'a dit dans un mail dont il a dû se rependre plus d'une fois par la suite, mail qui a diffusé et qui disait qu'en gros, quand on saurait tout détecter, on s'apercevrait qu'il n'y a plus d'eau buvable en France. Mais il y a aussi d'autres effets secondaires de ces pesticides sur effectivement la vie des sols et la vie aquatique, et donc la structuration de ces écosystèmes et la durabilité de leur capacité à organiser la fertilité dont ils sont porteurs. Enfin, bon, en tant qu'insecticide et en tant que fongicide, ou pour la chlorothalonil aussi en tant qu'herbicide, ces substances ont parfaitement fait leur preuve. Tiens, aussi, j'ai oublié de vous dire, il y avait dans l'environnement de ces substances, il y a aussi des agriculteurs. Alors, c'est pas très grave, parce qu'aujourd'hui, c'est une catégorie de la population qu'on ne prend pas vraiment en compte. On vit très bien avec l'idée que leur taux de suicide est 43% supérieur à celui de la moyenne nationale, donc, après tout, c'est pas très grave, mais enfin, ils sont quand même l'illustration vitale, l'illustration royale, et je vous invite à prendre connaissance des résultats de la cohorte Agrican, au-delà du résumé, s'il vous plaît, cohorte organisée, suivie de 180 000 agriculteurs, suivie par la Mutualité sociale agricole et l'INSERM et la fac de Caen. Je vous invite à prendre connaissance de l'état des dégâts sur les canaris dans la mine que sont les agriculteurs. Bon, je vous cite un autre exemple. Je suis désolé, je prends beaucoup d'exemples agricoles parce que c'est le domaine où moi j'ai lu et où mes équipes de recherche au muséum, à l'université de Gdansk en Pologne, à Kunming en Chine, travaillent. Donc c'est des choses où j'ai des exemples à vous donner. Alors, prenons les engrais minéraux. C'est génial, les engrais minéraux, ça a effectivement complètement résolu l'un des problèmes qui était celui de rendre régulier l'approvisionnement en aliments d'une population qui, en Europe, a complètement oublié ce 19e siècle où les disettes se succédaient à peu près toutes les décennies. On a oublié ça. Et ça, c'est un grand succès vu de ce point de vue-là. La plante a des ennemis, je mets des pesticides. La plante a besoin d'azote, de phosphate, de potassium, je mets de l'azote, du phosphate, du potassium. Parfait. Sauf que on en met beaucoup, et sous une forme, la forme minérale, qui fuit dans les eaux continentales. Ensuite, évidemment, dans ces eaux continentales, ça continue à servir d'engrais, ça provoque des eutrophisations, et voilà qu'en Bretagne, les émanations de H2S, des accumulations d'algues vertes, tuent. Mais c'est pas là qu'elles tuent le plus. C'est surtout dans les Caraïbes, où l'ensemble des fertilisants minéraux apportés
dans le bassin amazonien, suralimente la mer des Sargasses qui n'a jamais été aussi grande et qui finit par s'échouer en lambeaux sur les côtes Caraïbes, sur les côtes Est-Caraïbes, en provoquant là encore des émanations de H2S et qui nous permettent d'ailleurs de découvrir la vraie toxicité du H2S qu'on ne connaissait pas bien parce qu'on n'avait jamais eu la chance d'avoir autant de populations exposées au H2S, le sulfure d'hydrogène, celui qui s'échappe, ce gaz nauséabond à l'odeur de pourri qui s'échappe des accumulations d'algues. Voilà. Là encore, il y a des balles perdues, et de nouveau, dans ces balles perdues, comme la prolifération finalement des algues indésirables ou en quantité indésirable dans nos écosystèmes aquatiques, une des balles perdues finit vrillée dans la chair humaine. Mais c'est pas tout, hein. Ces engrais amènent du cadmium, qui est un contaminant des phosphates miniers. Et dans cette salle, la moitié d'entre vous est surcontaminée au cadmium. Nous mangeons 1,4 fois la dose maximale de cadmium recommandée. C'est un métal lourd qui nous nuit profondément. Il provoque des problèmes rénaux et hépatiques, c'est dur à quantifier. Il explique une partie des plus 3% de cancer du pancréas en France, un cancer qui tue en 5 mois. Ce qui peut être vu comme une bonne nouvelle par rapport à la durée moyenne des traitements cancéreux et leur coût pour la sécurité sociale. 5 mois, c'est plutôt court. Mais enfin, quand même, voilà, ça tue. Et puis, ça provoque aussi, c'est probablement la cause de 30% des ostéoporoses des personnes âgées en France. Alors, vous voyez qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que, vu du point de vue étroit de la production quantitative de végétaux et de la régularisation de l'approvisionnement de la population en calories, c'est parfait. Sauf que, malheureusement, il y a tout un réseau autour, et que notre réductionnisme, autant la cible est parfaitement atteinte, autant, en fait, la cible est pulvérisée, tout en même temps qu'est atteint le cœur de la cible. Voilà. Je vais reprendre les mots de... Alors, c'est des mots assez anciens, je vais vous laisser deviner qui a écrit ça. C'est une femme, pour laquelle j'ai une admiration, qui a grandi en lisant son livre à chaque page. Le tir de barrage... Ah ben non, il ne faut pas donner la réponse avant la citation, là, ça va pas. Hein. Le tir de barrage chimique, arme aussi primitive que le gourdin de l'homme des cavernes, s'abat sur la trame de la vie, sur ce tissu si fragile et si délicat. Voilà, c'est ça qui s'est passé. C'est les fameuses balles perdues. Donc je l'avais dit, réductionnisme, efficacité, balles perdues, c'est le programme. Alors, nos anciens, quand ils ont monté les programmes d'utilisation des ressources qui nous entourent, ont une excuse. Ils l'ont fait dans l'état des connaissances d'alors, et dans l'état de ces connaissances, on ignorait un peu le problème du cadmium, on ne connaissait pas bien la toxicité des substances pesticides, par exemple. Enfin, on l'a fait avec le meilleur des connaissances disponibles à ce moment-là, et ceci n'est pas un procès de nos anciens, car nous sommes tous des fœtus sur l'évolution culturelle qui, en gros, comme le disait Lévi-Strauss, est là pour corriger les problèmes posés par les progrès précédents. En fait, nous dit Lévi-Strauss, le progrès, c'est la correction des problèmes posés par les progrès précédents. Donc, il n'y a rien d'anormal à ce que ça se soit passé comme ça, et dans l'état des connaissances qui ont prédisposé à la mise en place d'un certain nombre de nos actions dans la nature, on ne pouvait pas anticiper ce qui allait se passer. Moi-même, j'ai milité, par exemple, pour les centrales à charbon et contre les centrales nucléaires dans les années 90. Ça, c'est une bonne leçon d'humilité. Je ne dis pas que je m'étais trompé sur le fait qu'il y avait un risque sur le nucléaire. J'ai juste que les centrales à charbon comme alternative, ce n'était pas une très très bonne idée. Bon. Dans l'état des connaissances d'alors, c'était au moins sincère. Donc, tout ce que je vais dire là, si jamais j'esquisse des pistes, hein, elles sont aussi sujettes à inventaire demain en fonction de l'évolution des connaissances, bien sûr. Donc, il y avait une excuse, mais elle ne tient plus tellement cette excuse. En fait, aujourd'hui, notre problème, et je voudrais en venir au cœur de ce que moi je considère comme le problème, c'est de ne pas voir que nous sommes au cœur de réseaux d'interactions complexes. Et on l'a vu là, le problème, c'est que quand je touche à l'alimentation de la plante, il y a des balles perdues. Ça touche à d'autres paramètres. Quand je veux détruire quelque chose d'indésirable autour ou sur une plante, il y a des balles perdues autour. Ça veut dire qu'en fait, dans le monde où nous vivons et dans le monde vivant, et c'est quelque chose que l'écologie met bien en évidence, elle qui, une fois qu'elle s'est extirpée de son étymologie et de ses premières années, s'est surtout intéressée aux interactions entre les espèces et l'environnement. On pourrait presque dire tout est interaction, et en tout cas, les espèces et les organismes sont des fœtus sur les toiles d'araignée des réseaux d'interaction qui les entourent. Bon, une fois que c'est dit, cette histoire-là,
on a l'impression d'une calamité, n'est-ce pas, qui tombe sur nous. Brutalement, on découvre que, bah oui, on peut rien faire sans qu'il y ait des conséquences terribles. Et ce que je vous ai décrit, c'est, sur la base de quelques exemples, le fait qu'effectivement, ces logiques de réseau d'interaction font que quand on fait un geste quelque part, bah, ça ressort ailleurs et peut-être à un endroit où on ne l'attendait pas. Mais on va regarder maintenant les aspects positifs de ça. Parce que si vous inversez la manip, vous apercevez que c'est en fait la façon de soulever le monde. Si tout est interaction, et si effectivement un paramètre résulte de multiples facteurs, ça c'est vrai, hein. Est-ce qu'il faut se vacciner ou non? Est-ce qu'il faut manger bio ou pas bio? Est-ce qu'il faut... C'est compliqué, hein, la réponse est pas claire, parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte avant de décider ça. Est-ce que je vais mettre ma maison là en fonction des risques de changement de climat liés à l'évolution climatique? C'est compliqué, hein. C'est poisseux, mais en fait, si vous renversez la chose, c'est aussi la promesse d'actions multiples. Et je voudrais vous en proposer deux, où à un moment, j'appuie sur un bouton et pouf, il y a plein de choses qui se réalisent. Et là, dans ces exemples-là, globalement, elles vont dans la même direction. J'utilise le réseau, mais cette fois-ci, je l'utilise non pas comme une façon d'expliquer pourquoi je prends des baffes, mais pour agir, comme levier. Je soulève le monde par un seul point. Alors, en l'occurrence, j'aimerais vous parler 2 secondes des haies. Puis après, je vous donnerai un autre exemple. Quand vous rétablissez des haies dans un paysage, vous stoppez la propagation des pathogènes de 84% d'une parcelle à l'autre. C'est pas fini, hein, il y aura encore des pathogènes, mais vous voyez, entre l'obstacle physique que représente la haie et le fait qu'elle est habitée de chauves-souris et d'oiseaux, ça c'est pas très bon pour les insectes qui essaient de passer, eh bien cette haie, elle est effectivement un obstacle aux maladies, elle va réduire votre recours aux pesticides. Cette haie, par ailleurs, elle a d'autres fonctions, mais juste pour terminer, hein, pour les histoires de pesticides et de chauves-souris et d'oiseaux, je voudrais donner, et je m'excuse pour ceux qui m'ont entendu déjà donner cet exemple, parce que j'ai l'impression de le répéter tout le temps, mais moi, il m'a tellement renversé que, bon, je ne peux pas ne pas vous le dire. Aux États-Unis, malheureusement, les chauves-souris souffrent dans certains comtés d'une maladie venue d'Europe, une maladie, un champignon, la maladie du nez blanc, qui les tue. Et donc, il y a des comtés où il n'y a plus de chauves-souris et des comtés où il y a des chauves-souris. Comparant ces comtés, en termes d'agriculture, un économiste américain a publié dans la revue Science du 6 septembre dernier un article qui lui montre que dans les régions où il n'y a plus de chauves-souris, l'utilisation des pesticides augmente de 31%. Bon, alors, ça c'est logique, mais c'est un peu dommage parce qu'on rentre dans cette logique où finalement, il y avait... Je vous parlais tout à l'heure du fait de comment les écosystèmes créent les circonstances de la productivité. Là, on s'aperçoit qu'il faut payer plus cher pour avoir aussi peu d'insectes. Mais son analyse ne s'arrête pas là. Il montre que malheureusement, dans ces comtés-là, la mortalité infantile a augmenté de 8%. Et que ces différences de la surmortalité, ce sont des cancers juvéniles et des malformations à la naissance. Il y a quelque chose d'assez atroce dans cette histoire-là, car on voit très bien que les victimes repérées en termes humains sont celles qui n'ont pas décidé. C'est un viol de l'innocence, ça. Et malheureusement, c'est ça qui se passe. Souvent, on se dit, oui, les chauves-souris, on s'en fout, nous, on s'intéresse aux hommes, hein, on va nourrir l'humanité. Oui, mais des fois, pour sauver un enfant, il faut sauver une chauve-souris. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que des haies, vous en avez besoin parce que c'est là que vivent les chauves-souris. Vous êtes dans un pays où elles ne sont pas malades, parce que les maladies venant d'Europe, il n'y a en Europe que des chauves-souris résistantes à cette maladie. Et donc, pour vous, il suffit de les héberger. Les héberger, c'est une haie. Et alors, attention, une vieille haie, parce que les haies, on les a arrachées à un moment où on avait des pesticides, donc on ne s'est pas aperçu qu'elles avaient un rôle pesticide. Et quand on en remet, qu'est-ce qui se passe? Moi, les agriculteurs me disent, oh, ça prend de la place et j'ai pas vu l'effet sur les pathogènes. Bah oui, parce que quand la haie, elle est haute comme ça, et qu'elle n'est pas assez vieille pour qu'il y ait des troncs creux, des arbres creux pour héberger des chauves-souris, bah, elle fonctionne pas. Vous y êtes? Moi, ce dont je fais l'éloge, c'est d'une vieille haie. Et oui, pour une fois, c'est l'éloge de la vieillesse que je fais. Mais c'est pour sauver la jeunesse, si vous m'avez suivi. En fait, si on reprend les choses en ordre, on a déjà résolu une partie du problème phytosanitaire. Bon, il y a d'autres façons de faire, je ne vais pas revenir là-dessus, des cultures mélangées, des variétés plus résistantes. Le moment d'actionner la sulfateuse, il n'est pas forcément pour maintenant. Cette haie stocke 100 tonnes de carbone par kilomètre linéaire. À maturité, hein, pas quand elle est jeune, bien sûr. Bon, c'est bon pour le climat. Ensuite, il faut la tailler, parce qu'on ne va pas la laisser grossir. Ça fait soit de l'énergie, soit réduit en morceaux, ça fait du bois broyé qui peut servir à faire des paillages et à remplacer sur des surfaces certes limitées, pas sur toute la parcelle qui est entre les haies, mais remplacer les herbicides. Ensuite,
les racines profondes de cette haie vont fracturer le sol profond. Et d'ailleurs, fracturer les vieilles semelles de labour. Ça augmente la pénétration de l'eau dans le sol profond quand il pleut. Bien sûr, après, c'est une concurrence pour l'eau. Et d'ailleurs, en été où, bon, d'accord, c'est quand même une concurrence pour l'eau, eh bien, ça freine les vents desséchants qui sont les causes majeures, en fait, des stress hydriques. Parce que quand il n'y a pas d'eau, la plante, elle arrête de faire passer la sève, mais si en plus ça sèche dans les parties aériennes, bon. Donc c'est aussi une prévention des problèmes microclimatiques en augmentant les réserves en eau et en limitant le dessèchement. Et puis alors, cette haie, enfin, c'est une réserve de biodiversité et d'insectes pollinisateurs. Je rappelle que parmi les productions agricoles qui sont aujourd'hui limitées par le nombre de pollinisateurs, il y a les pommes, les cassis, les myrtilles, le café. Alors vous me direz, bon, c'est pas vital, ok. Et pour terminer sur ma haie, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Quelques services paysagers, esthétiques. Qui va faire du tourisme au milieu de la Beauce? Qui va faire du tourisme dans le Morvan? Qui va faire du tourisme en Normandie? Je vous laisse deviner. Il y a le patrimoine aussi, et aussi des dimensions culturelles. Bon, c'est tout pour les haies. Oh, allez, ça suffit. J'ai actionné un seul bouton et vous voyez, j'ai plusieurs solutions. C'est pas toujours aussi simple. Cet exemple-là, il est génial, mais bon. Allez, je vous en donne un autre. Manger moins de viande, consommer plus de végétaux. Oui, parce qu'on mange 5 fois la dose recommandée par l'OMS de viande. D'accord? 5 fois trop. Ça veut dire que ça explique un surcroît d'AVC et de cancer du type digestif. Donc ça, en fait, alors on ne va pas parler de misère humaine, puisque donc nous ne sommes pas là pour nous apitoyer. Hein. Ça fait péter le budget de la sécurité sociale. C'est ça le truc. C'est que ça coûte cher. C'est une des raisons pour lesquelles on dit chaque fois que j'achète 1 euro d'aliments produits de façon standard en France, plutôt conventionnelle, j'ai 1,3 € d'externalités négatives cachées. Et après, les gens me disent, bah oui, mais le bio, c'est un peu cher. Ben non, parce que quand on a multiplié l'autre prix, le prix concurrent est apparemment moins cher par 2,3, pardon, parce qu'il faut quand même encore le payer, à moins que vous ne payiez pas à la caisse. Bon. Mais même si vous ne payez pas à la caisse, c'est 1,3 fois plus cher que l'étiquette, et si vous payez à la caisse, c'est 2,3 fois plus cher que sur l'étiquette. Donc, tout ça coûte cher. J'en reviens à mon problème d'alimentation carnée excessive. J'ai dit excessive, et puis avec beaucoup de respect pour les choix alimentaires de chacun, chacun mange ce qu'il veut, et on peut être libre de ne pas manger de viande. Mais voilà, on est omnivore, un peu de viande c'est bien, 20 kilos par personne et par an, et non pas 90 à 120 comme aujourd'hui. Bon, et alors quand on a fait ça, on va donc manger plus de légumes. Alors ça, et de fruits, et de végétaux, évidemment, je ne vois pas trop quoi d'autre manger. Bon. Et du coup, à ce moment-là, on va manger plus de fibres. Vous mangez que 50% de la ration alimentaire, la ration de fibres recommandée. Et on vous dit, oui, les fibres, ça améliore le transit. Oui, donc d'accord, ça améliore surtout le microbiote. Et ce microbiote, il a des effets régulateurs. Il opère dans la prévention de l'obésité, dans la prévention du diabète, dans la prévention d'Alzheimer, dans la prévention du Parkinson, dans la prévention des maladies auto-immunes, dans la prévention de l'asthme, dans la prévention de l'allergie. Tout ça, et ce n'est pas des mensonges, c'est des publications, voilà, qui nous expliquent ça. Et ces fibres, elles ont notamment un effet anticancéreux parce qu'elles empêchent les états pro-inflammatoires. Le butyrate produit par les microbes du tube digestif qui fermente ces fibres. Ce butyrate est un régulateur du fonctionnement du système immunitaire et ça évite des états pro-inflammatoires. Bon, bah ça donne de l'arthrose, des douleurs, des problèmes, et puis surtout, ça manipule les molécules, les états pro-inflammatoires assez génotoxiques, et ça augmente les probabilités de cancer. Donc déjà, on est en meilleure santé, au-delà même du fait qu'on mange moins de viande et que ça a des effets secondaires négatifs, mais surtout environnementalement, voilà que tout d'un coup, on n'a plus besoin de consacrer 71% de la surface agricole à nourrir des bestiaux. C'est ce qui se passe en Europe, hein. Et donc, libéré de ça, le Graal de la productivité à l'hectare s'écroule. Vous y êtes, on n'est plus obligé que ça rende à donf, quoi. On peut avoir une production plus modeste à l'hectare, puisque on va en fait nourrir directement l'homme et pas des animaux pour nourrir l'homme. J'ai pas dit qu'il fallait pas d'animaux, et en particulier les pâtures ont plein de vertus écologiques, on a besoin de pâturage, ça a des fonctions écologiques, et notamment ça stocke du carbone, mais en fait moi ce que je fustige, c'est ces cultures qu'on fait pour des animaux qui sont stockés dans un coin et qui reçoivent une nourriture produite dans des champs où on pourrait produire la nourriture humaine. Donc là, on est en train de réduire plein de choses avec juste un geste qui est l'équilibre de la ration végétaux-fibres. Et si je peux vous donner un conseil, à table, commencez par manger végétal, votre repas, vengez votre appétit sur le végétal et terminez par le plaisir d'une viande dans des quantités qui sont celles du plaisir, de l'hédonisme et pas celles de la sustentation.
Bon, j'ai cité 2 exemples où, effectivement, je percute plein d'objectifs potentiels. C'est facile parce que je ne suis pas en train de vous parler d'énergie. Là, typiquement, sur l'énergie, ça commence à être difficile de faire tout bien. Il y a des domaines où c'est moins facile, mais enfin, il y a des domaines où, justement, et j'en viens à mon propos, qui était mon deuxième propos, la complexité et le réseau d'interaction sont des moyens d'agir. Alors, une fois qu'on a posé ça, que nos problèmes viennent du fait qu'on gère un réseau de façon réductionniste, et que par contre, si on a compris que c'était un réseau, on pouvait de plus en plus envisager des actions sur le réseau d'interaction, des actions à conséquences multiples, la question se pose de savoir pourquoi on n'arrive pas à basculer. Alors là, les gens me disent oui, ah bah c'est les politiques, ou alors oui, ah bah c'est les journalistes. Je fais souvent observer aux gens que le jour où on me montrera le début d'un cercle, l'origine d'un cercle, je serai capable de vous dire s'il faut commencer par taper sur les politiques, les journalistes ou les citoyens. C'est la poule et l'œuf. Les journalistes fabriquent l'univers conceptuel où nous nous mouvons, et nous, en achetant ou pas ce que produisent les journalistes, nous justifions leur emploi. Donc c'est la poule et l'œuf entre le journaliste et le citoyen. C'est pareil entre les politiques qui nous représentent un certain monde et qui nous poussent à aller dans une certaine direction, mais nous votons pour eux, et finalement, nous faisons le politique, de même que, d'une certaine façon, ce que dit le politique nous construit. C'est la poule et l'œuf, ces histoires-là. En fait, c'est toute la société qui est malade, et qui est malade d'une chose toute bête, c'est qu'elle est issue de son ignorance du vivant. Et sur l'ignorance du vivant, je voudrais vous dire à quel point nous avançons vêtus de haillons. C'est quoi l'image qu'ont du vivant, des écosystèmes, de l'origine de leur nourriture, et finalement de ce qui construit leur santé, la plupart des gens ? Alors, s'il vous plaît, ne pensez pas au cours de SVT ou au cours de SVT-STU ou au cours d'histoire naturelle ou de sciences naturelles selon votre âge. Pour l'histoire naturelle, il ne doit pas y en avoir beaucoup dans la salle. Pour les sciences naturelles, c'est ma génération. Après, ça a été les SVT, puis les SVT-STU. Bon, bref, alors, non, s'il vous plaît, 1 heure par semaine, c'est pas ça. Hein. C'est pas avec ça qu'on crée une vision du monde. Non, non, non. Surtout que c'est 1 heure par semaine dans le secondaire. Au collège, c'est... Sauf initiative de professeurs des écoles, il n'y a programmatiquement absolument rien. Bon. Donc, on arrive avec quoi ? Bah, des petites bribes de l'Antiquité, des petites bribes de Bible, notamment sur la position un peu particulière de l'homme. Dans les bribes de l'Antiquité et de la Bible, parce que là, c'est les mêmes, on a cette idée qu'il y a des équilibres qu'on a perturbés. Ça c'est l'âge d'or ou le paradis perdu. Hein. D'équilibre, il n'y a pas en biologie. En biologie, le paradigme, c'est que tout évolue, ça change tout le temps. Bonne raison, d'ailleurs, de se penser soi-même en évolution, fût-elle culturelle, tout le temps. C'est ce que je vous disais, le progrès de demain et la résolution des problèmes du progrès d'hier. Donc, il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre, c'est juste l'équilibre en écologie. Et souvent, beaucoup de gens, même des collègues à moi, utilisent cette notion d'équilibre écologique. Ça n'existe pas, même un climax. C'est quelque chose qui change au cours du temps. Selon le cours du temps géologique, je veux dire, le climax, hein, c'est cet état vers lequel tend la végétation si on attend un certain temps, nous, hommes, à longueur de vie d'homme. Mais le climax qui est fait d'une forêt de feuillus aujourd'hui autour de Paris, ce fut un climax stépique il y a 10 000 ans. Bon. Puis, enfin, il y a 10 000 ans, c'était plutôt un climax fait de dryas. Non, en fait, ça change tout le temps. Et puis même, si vous regardez bien la forêt, de temps en temps, elle s'écroule, ça fait une clairière. Enfin, il y a des équilibres dynamiques. Peut-être, mais il y a surtout donc des dynamiques. Voilà. Donc, on a cette vision des équilibres. Là, je me régalais en écoutant... avant de venir vous voir, Guillaume Lecointre nous parlait de cette histoire que les hybrides, on trouve ça bizarre. On a des textes, des gens qui nous disent c'est contre nature de faire s'hybrider des tigres et des lions ou des zèbres et des ânes. D'ailleurs, les botanistes ont appelé Anomalus un Elianthus, donc un tournesol qui est hybride entre 2 espèces. Et comme c'était un hybride et qui faisait des graines, on a dit que c'était pas normal, alors qu'en fait, quand vous regardez bien l'évolution, tout est hybridation. Les espèces finissent toujours par se mélanger, ou crever d'ailleurs, hein. Et vous-même, d'ailleurs, vous êtes à 2% de votre génome des néandertaliens, à ce point que dans la salle, il y a sans doute, si je mets tous les petits bouts de génome néandertalien qui traînent, car nous sommes issus d'hybrides de Néandertal, eh bien, j'ai dans la salle sans doute 20% du génome de Néandertal. Oui, on ne porte pas tous les mêmes morceaux dans les 2%. Mais non, mais l'hybridation, non, pourquoi ? Parce que Dieu a créé les espèces. La logique divine, c'est d'avoir créé des espèces. D'ailleurs, relisez bien Linné, hein, il le dit. Et donc, l'hybridation, ça paraît bizarre, ça paraît pas normal, alors que ce que nous disent les sciences de l'évolution, c'est qu'en fait, il n'y a que les hybrides et les bâtards qui survivent. Parce qu'aller puiser des ressources génétiques dans 2 lignées, c'est mieux
que de l'épuiser dans une seule, surtout quand il y a un changement. On pourrait multiplier les exemples de ça. Hein. Bon, il y a plein de cas où effectivement, ce sont finalement des vagues visions culturelles qui remplacent les bons faits et les visions modernes. Et jusque d'ailleurs, dans l'esprit de certains scientifiques, je trouve des fois. Et ça me fait mal parce que ça montre combien on est viscéralement, dès le départ, paré de haillons. Je continue les haillons. Donc, j'ai les héritages de l'Antiquité, les héritages de... finalement notre passé chrétien. Qu'est-ce que j'ai encore? Les dessins animés. Parce que la vie animale, on l'a découverte dans les dessins animés pour la plupart d'entre nous, et de plus en plus maintenant, où on n'a pas tous la chance d'avoir de la famille avec une ferme et de passer les vacances à la ferme. Mais même là, on allait regarder des fois la télé quand j'étais petit, entre deux étables à vider. Au moins, c'était formateur, et je peux vous dire que comme biologiste, c'est quand même mon passage à la ferme qui m'a le plus enrichi. C'est pas que l'université m'a servi à rien. C'est qu'elle m'a expliqué notamment la ferme. Voilà. En tout cas, pour terminer, il y a aussi le formidable rouleau compresseur de la publicité, qui est fait pour impacter puissamment, et qui impacte en éclaboussant largement. Bon. Au total, finalement, la voix de la science dans la formation des plus jeunes ne s'exprime pas tellement, et finalement, c'est plutôt les idées reçues d'une autre génération qui dominent et qui construisent la vision citoyenne. Dans cette circonstance, ce que les citoyens demandent à leurs journalistes ou à leurs politiques, c'est le reflet de ce qu'ils sont, et finalement, ça entretient le problème, puisqu'on leur renvoie l'image d'eux-mêmes quand on est journaliste ou quand on fait une campagne électorale, quand on est un politique. Le vrai problème, c'est de changer cette espèce de cercle vicieux. Alors, on est tout à fait d'accord ensemble que nature et société sont deux faces de la même chose. Je vous ai amené une pièce, là. On peut effectivement parler du côté face ou du côté pile. Moi, je ne sais jamais lequel c'est d'ailleurs. Mais vu cette distance, vous ne pouvez pas voir que je me plante, donc c'est pas grave. Et c'est une réalité, ça. Après, c'est la même chose. C'est le même objet et je ne pourrais jamais séparer les deux. Ils sont intriqués, ils sont encastrés. Encastrés, d'ailleurs, c'est le mot qu'utilise Harold Levrel dans son dernier livre sur l'économie et le vivant. Hein. C'est un collègue du muséum qui a fait un très très beau livre là-dessus. Je suis désolé, je n'ai pas arrivé à citer le titre en entier correctement, mais il parle d'encastrer l'économie dans le vivant. C'est ça, là c'est encastré, quoi, comme la nature et la société. Et ça, il va falloir qu'on le prenne en compte, non pas comme une fatalité, parce que pour l'instant, je vous ai décrit des morts tout à l'heure, hein, ça se passe mal, mais comme un outil. Et je ne dis pas, comme des scolas, que la nature n'existe pas. Parce que ça, conceptuellement, c'est bizarre. Enfin, ça va être très difficile à faire passer à des gens qui sont habitués au concept de nature. J'entends tout à fait ce qu'il veut dire. Au fond, il n'a pas tort. On pourrait avoir une autre vision du monde. Mais moi, je préfère dire que la nature existe comme les coulisses de la société. Et que d'une certaine façon, aujourd'hui, la société s'étant étendue par ses effets, la société humaine s'étant étendue par ses effets un peu partout, la société, c'est les coulisses, c'est devenu les coulisses de la nature. Mais bon, peu importe. La question, c'est comment va-t-on de l'avant? Alors moi, j'aimerais vous dire comment on va de l'avant, parce que c'est mon combat de tous les jours, et il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est d'essayer partout de passer de l'information et d'essayer de redonner de la pertinence. Je ne sais pas si vous me ferez l'honneur d'accepter que je vous en ai amené, mais en tout cas, moi, je vais partout, et c'est pour ça que ce matin, je n'ai pas annulé la conférence où je devais parler à des viticulteurs de la pertinence de maintenir des vignes enherbées. Bon. C'est très technique, mais voilà. Il faut être absolument partout, et même si les trains ne nous y aident pas, aujourd'hui, en France, on peut essayer d'être au moins à plusieurs endroits par jour. Une journée réussie est une journée pour moi, pour moi, c'est une journée à plus de 2 conférences. On n'aura fait que 2 aujourd'hui. Bon. Ensuite, il faut agir partout. Et là, il faut qu'on soit présent aussi sur les réseaux sociaux, il faut qu'on soit présent pour parler de ça dans les médias et dans les circonstances où sont les gens. D'où la nécessité de se déplacer, d'ailleurs, un peu partout. C'est d'aller cueillir les gens là où ils sont. Pas attendre qu'ils viennent à nous, militants, à nous, scientifiques qui veulent donner du sens. Moi, je me sens moins comme militant que comme donneur de sens ou comme raconteur de la science. Mais c'est vrai que des fois, ça ressemble à du militantisme, tant la société est loin des faits que je vois. Mais bon, il faut que nous tous, donc, on fasse cet effort d'être absolument partout, tout le temps. Il faut marteler, pilonner, être tout le temps présent, et aux endroits où on n'est pas attendu, ça, c'est plus dur. Parce qu'en l'occurrence, c'est une conférence, en général, quand on a une conf, on est un peu attendu. Bon. La dernière chose, c'est notre éducation nationale. Et j'aimerais terminer là-dessus parce que c'est là que moi, j'ai un vrai problème. Non pas avec les enseignants, hein, que je trouve de grande qualité, en moyenne. Bon, comme partout, il y a des cons, des tirs au flanc, comme partout. Mais en moyenne, quand même, ce que je vois, moi, pour mes enfants,
ou comme formateur d'enseignants en formation continue, en formation initiale, je trouve quand même que c'est une belle population et qu'elle a la ressource. Mais pour ce qui est de la formation aux sciences du vivant, c'est la cata. Pourquoi? Parce que dans le primaire, on a des enseignants qui viennent plutôt des sciences humaines et qui, sauf exception, ont du mal à faire vivre les choses. Moi, par exemple, pour mon ptio, la maîtresse me dit « Ah bah oui, on est un peu loin du parc pour les emmener. » Mais moi, dans la cour, entre les mauvaises herbes qui poussent, les 2 arbres qui poussent là, et les murs qui sont couverts d'algues, j'ai déjà plein de trucs à raconter. Puis en plus, avec les algues, on peut faire des peintures pour le visage, en les essuyant un peu et en se repeignant le visage. Donc, si vous voulez, il y a des tas de trucs à raconter, mais c'est vrai que faire parler le repas de la cantine ou faire parler la cour, pour quelqu'un qui n'est pas finalement qui n'a pas d'intuition de ça, c'est difficile. Et donc, en dépit, malgré qu'ils en aient, et en dépit des très bonnes initiatives de beaucoup d'entre eux, les enseignants du primaire ne sont pas formés pour ça, et de toute façon, ils n'ont pas d'instruction ministérielle, à part 2 heures de sciences par semaine, dont on pense qu'elles sont réalisées dans, tenez-vous bien, alors là, le chiffre, il n'est pas sourcé, je vais vous dire, il vient de l'endroit où j'étais hier, dont je vais vous parler après. On pense que c'est dans 20% des cas que les 2 heures de sciences, toutes sciences comprises, sont faites au primaire. Alors, je continue avec le secondaire, où là, il y a 1 heure par semaine, c'est pas assez, hein. Et d'ailleurs, la preuve que c'est pas assez, c'est que la génération précédente, qui avait un tout petit peu plus, elle est toujours pas capable de gérer sa sexualité, MeToo nous en parle, elle n'est pas capable de gérer son alimentation, elle n'est pas capable de gérer son lien à l'environnement. Clairement, on a fait la démonstration, et ça d'ailleurs les sciences du vivant permettent d'utiliser les observations comme preuve de concept, on a fait la démonstration que trop peu de formation, ça ne permet pas de gérer le fait d'être vivant, et ce fameux réseau d'interaction, j'en ai rajouté une, désolé, qui était hors sujet, c'est l'interaction sociale sexuelle, mais ça se passe quand même mal, pas en moyenne, mais assez souvent. Hein. Bon, donc il faut quand même le dire, quoi. Donc tout ça, 1 heure par semaine, bah, ça va pas. Puis alors on arrive en terminale où alors on demande à nos jeunes de choisir 2 options. Et quand tu veux faire biologie, tu fais quoi? On fait pas de biologie sans maths, sans physique, sans chimie. Donc si tu veux devenir médecin ou si tu veux devenir agronome, tu choisis de te couper le pied droit, le pied gauche ou la main droite. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à la fac tout de suite après, ou que tu arrives en classe prépa tout de suite après? Pouf, il y a de nouveau les 3 matières. Pourquoi? Bah, c'est un méfait du réductionnisme. C'est dire, commencer à se spécialiser, c'est être bon dans 2 matières. À l'âge du bac, il faut vraiment pas avoir été prof d'université, avoir enseigné en en licence, pour croire qu'à cet âge-là, tous peuvent se décider. Il en résulte d'ailleurs un stress extrême. Pas que pour ceux qui veulent être biologistes. Mais pour ceux qui veulent être biologistes, je peux vous dire, il y a du stress. Et effectivement, on est en train de leur demander de se mutiler. Bon. Le bilan, c'est que la place des sciences du vivant n'est pas à sa hauteur. Mais il n'y a pas que ça. Quand je dis qu'elle n'est pas à sa hauteur, c'est qu'on ne peut pas dire, et je reprends ma pièce, que la société et le vivant sont intrinsèquement liés sans projeter ça dans l'enseignement. La biologie, elle explique des choses de l'économie, et l'économie donne des bons exemples, par exemple pour la compétition intraspécifique, donne de très bons exemples pour la biologie. La sexualité dont on évoquait, sans le prof de lettres ou le prof de philo, on ne construit pas grand-chose avec juste la tuyauterie, vous y êtes. En réalité, ce qui nous manque, c'est pas seulement des heures pour enseigner ça, mais c'est d'encastrer, et je reprends le terme d'Harold, c'est d'encastrer le vivant dans les autres enseignements aussi. Et pas... Alors ça, et là, c'est le concepteur de programme. J'ai fait à peu près partie de toutes les commissions de programme du secondaire depuis 1995. Et je peux vous dire, quand on dit ben, on aimerait parler avec les physiciens pour voir si on ne peut pas avoir 1 ou 2 points dans l'année qui obligent les 2 enseignants à travailler ensemble, ou quand on demande ça avec les géographes, il faut dire non, non, non. Chacun travaille dans son coin, se crée des commissions, on fera ça au moment de la synthèse. Et comment ça se fait au moment de la synthèse? Ben, il y a une espèce de chapeau de programme qui dira on essaiera de travailler avec le collègue. Ouais, et donc, bilan, comme les enseignants suivent le programme qui est trop long, parce que les gens qui font les programmes les font mal, mais à culpa, hein, ben en gros, on suit le programme, et comme dans le programme, il n'y a pas écrit « va voir le prof de physique pour regarder avec lui qu'est-ce que c'est qu'une tornade », ben, la tornade du biologiste ne ressemble pas à la tornade du physicien. Et alors, mieux, en fait, nos impôts servent à apprendre à nos enfants à loucher. Alors, je disais, seuls ceux du premier rang voient exactement ce à quoi je pense, c'est-à-dire qu'il y a une réalité, et ils apprennent à la voir différemment par différentes disciplines. Ah oui, la réalité, c'est ça. Nature-société, il y a une pièce. Et il y a ceux qui croient que c'est face, et d'autres qui croient que c'est pile. Nos impôts leur servent à apprendre à loucher, c'est-à-dire à créer plusieurs représentations qui ne se superposent pas exactement de la même chose.
Mais putain, c'est quoi ça? D'où vient-on? Et surtout, où va-t-on? C'est absurde. Et aujourd'hui, nous sommes enferrés dans des ornières disciplinaires avec une dynamique extrêmement délétère par rapport à la perspective de revoir plus de vivants et de refaire plus d'interdisciplinarité. Rassurez-vous, j'arrive à la conclusion. C'est qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui pèse sur l'éducation des enfants? Le nombre d'enseignants d'une discipline. Exemple. Les matheux ont déjà poussé, d'après mes estimations, 3 fois la porte du bureau de la ministre de l'Éducation nationale. Et d'ailleurs, ils ont récupéré les heures de dédoublement de TP, de SVT, de 6e pour faire du soutien de maths. Moi, j'ai la chance, l'honneur de présider la fédération BIOGE, B-I-O-G-E-E, qui incarne cette idée de remettre les sciences du vivant dans les mains des citoyens et de l'environnement dans les mains des citoyens pour essayer d'aller au-devant des crises sanitaires et environnementales que nous vivons. Cette fédération, c'est 6 académies, sciences, technologies, médecine, agriculture, c'est le muséum, c'est 88 sociétés scientifiques, peut-être une société scientifique que vous représentez aujourd'hui, des associations de citoyens, parmi les 88, hein, des associations de citoyens, les journalistes de l'environnement, la Société pour le droit à l'environnement, qui sont une société de juristes. Hein, c'est bon. Donc nous, on est la voix du vivant en France et on n'arrive pas à voir la ministre pour lui parler de notre projet d'interdisciplinarité et au moins à heure constante de regagner du temps en parlant de la même chose avec les autres disciplines. Regagner du temps sans en prendre. On n'y arrive pas. Pourquoi? Comme me le disait hier le bras droit, alors je n'ai pas le droit de le dire, comme me disait l'autre, que j'ai vu hier à la place de sa chef qui devait nous recevoir mais qui n'était pas là, combien de divisions? La biologie, combien de divisions? Vous y êtes? En fait, notre vision du monde est sclérosée par notre système éducatif. Il va vraiment falloir gérer ça, parce que ça va mal. J'ai compté les morts avec vous, mais on s'en fout. J'ai laissé deviner, mais je ne dois pas avoir l'air aussi sensible voilà, enfin, j'ai laissé deviner la misère humaine. Voilà, je vous ai parlé de problèmes budgétaires. Et j'aimerais vous dire la fin de la phrase de Rachel Carson pour terminer. Si mon téléphone veut bien reprendre vie. Elle nous dit, vous vous souvenez que le tir de barrage chimique, arme aussi primitive que le gourdin de l'homme des cavernes, s'abat sur la trame de la vie, ce tissu si fragile et si délicat. Rachel, elle écrit bien. Elle était peut-être un peu trop délicate pour son lectorat d'ailleurs. Tissu dont les extraordinaires possibilités restent méconnues et vaines. 1962, 2025. Voilà. Merci beaucoup pour cette conclusion. J'ai néanmoins quelques petites questions pour vous de la part de la salle, si je puis me permettre. Donc la première question concernait les haies, du coup. Puisqu'on a vu quels étaient les bénéfices des haies, du coup, pourquoi est-ce qu'on continue d'en arracher, d'après vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, vous avez compris que dans le contexte où on utilise des pesticides, finalement, on les a remplacés, même si ça coûte plus cher, si on paye à un autre moment que payer en entretenant la haie. Aujourd'hui, dans notre pays, on en arrache 25 000 km par an, et nos impôts en replantent 3 000, mais 3 000 peu efficients, puisque jeunes. 3 000 km, peu efficients. Mais il y a des tas de choses qu'on fait alors qu'on sait très bien qu'il ne faudrait pas le faire. Le problème, il est double. Il est d'abord d'être bien conscient qu'il y a une alternative. Et là, je ne suis pas sûr que tous les agriculteurs, dans leur formation, soient prêts à admettre que la haie a ces fonctions-là. Il y a le doute. Bon, après tout, pourquoi pas? Et puis, il y a aussi le fait qu'au moment où vous remettez une haie, vous avez vu, vous n'allez pas avoir tout l'effet d'une haie mature, mais vous allez perdre de la surface de production, et puis il va falloir couper cette haie. Alors j'ai dit, il faut la couper, c'est génial, ça fait du bois raméal fragmenté pour faire des paillages. Mais oui, mais d'accord, mais enfin, il faut un truc pour couper la haie. Et donc, quelque part, c'est là qu'on voit qu'il y a un besoin d'un accompagnement citoyen, et que cette histoire-là, c'est pas l'histoire des agriculteurs, mais l'histoire de tous, pour dire, qu'est-ce qu'on veut payer, à quel moment? Le cancer demain ou la haie tout de suite? Parce qu'elle aura un prix. En tout cas, la mise en œuvre de l'alternative aura un prix. C'est pareil, on compte qu'en régime continu, si on utilise notre urine pour fertiliser la campagne,
Notre urine, c'est plein d'azote et de phosphate et il n'y a pas de cadmium dedans. Hein. C'est 2 fois moins d'effet de serre, pardon, c'est 2 fois moins cher et c'est 3 fois moins d'effet de serre que les engrais minéraux habituels. Sauf qu'en attendant, il va falloir mettre en place la collecte de l'urine. Vous y êtes? Il y a un laboratoire à l'école des ponts et chaussées très sérieux qui fait ça. Hein. C'est le programme Okapi. Mais voilà, le problème, c'est ça, c'est qu'il y a aussi le franchissement de l'obstacle. Indépendamment du fait qu'on ne voit pas l'horizon clair, c'est que même si on a compris que l'horizon était clair, il y a quand même un franchissement d'obstacle, il faut le dire. Oui, donc c'est la mise en œuvre aussi de ces solutions basées sur la nature qui demandent un temps plus long aussi. Et du coup, tout à l'heure, vous aviez dit qu'il faut aussi être partout. Et ce qui demande à accélérer nos actions. Du coup, en même temps, est-ce que la condition de ralentir et d'accepter ce temps long de la nature n'est pas une condition pour aller vers la nature? Alors, vous soulignez un paradoxe, c'est qu'il y a une forme d'urgence. Je vous l'ai dit, tous les jours, si on continue comme ça, il y a des gens qui meurent, ils ne devraient pas mourir. Je ne voudrais pas vous reparler des zones à faible émission, mais quand même, le chiffre de 45 000 morts de problèmes respiratoires, de morts anticipées, parce que, en fait, tout le monde finit par mourir. Alors, pardon si vous n'étiez pas au courant, mais vous allez mourir. Hein. Quand on dit qu'il y a 45 000 morts à cause de la pollution atmosphérique par an, c'est pas qu'ils ne seraient pas morts sinon. C'est qu'ils meurent plus tôt. Non, mais c'est parce que j'ai eu à débugger ce truc-là dans une discussion LinkedIn. C'était savoureux. De toute façon, tout le monde meurt. Bon. Et ce chiffre de 45 000, il existe bel et bien. Hein. Bon, voilà. Donc, et c'est un chiffre qu'on doit à la Sécu. Hein. C'est pas un hoax, c'est pas parce qu'il a été peint sur des ponts d'autoroute qu'il n'est pas sourcé. Et je vous disais ça... C'était pour le paradoxe de ralentir. Ah oui, donc il faut agir vite parce qu'il y a urgence. En même temps, vous avez raison, quelque part, c'est un peu la frénésie de notre évolution culturelle qui pose problème, notre rapidité des changements que nous imposons à notre environnement. En fait, donnez-leur 30 millions d'années, les insectes ils s'adapteront à tous vos pesticides, hein, 30 millions d'années quand même. Donc, effectivement, la vitesse est un problème, et c'est vrai qu'il faudrait peut-être avoir un peu de sagesse et reprendre peut-être des rythmes plus décents. Je vous renvoie ici à une pensée plus riche que la mienne en la matière, qui est celle d'Hartmut Rosa, avec son livre remarquable Accélération, hein, qui nous raconte comment finalement l'accélération culturelle pète tout, y compris la démocratie, la relation entre les gens, elle pète tout, quoi. Donc, vous avez raison, il faut peut-être qu'on soit un petit peu moins rapide et qu'on soit plus au tempo naturel et un peu plus patient et plus exploitant de dynamique avec leur tempo propre sans forcer ces tempos. Vous avez tout à fait raison. N'empêche que là, bon, vu qu'actuellement on a plutôt tendance à reculer, il va falloir accélérer très fort pour avoir l'impression d'avancer un peu. Parce que je vous rappelle que reculer, c'est un peu l'équivalent d'une accélération négative en l'occurrence. Alors, une dernière question, peut-être, concernant celle-ci, l'ignorance, en fait, du vivant. La question concerne le fait que, est-ce que la connaissance du vivant, finalement, ne mettrait pas en danger le rapport à la nature par le pouvoir de contrôle qu'on aurait du fait de cette connaissance? Oui, alors, c'est vrai qu'on voit que la connaissance d'un petit nombre de choses permet de penser à des solutions prométhéennes. J'ai dans l'idée, là, notamment, les fameuses modifications génétiques. Vous savez, alors on dit que les nouvelles modifications génétiques, c'est pas des OGM. Sauf que leur intérêt, c'est que ces méthodes modifient génétiquement. Mais c'est pas des OGM, n'empêche que ce sont des solutions qui sont parachutées, effectivement, d'une connaissance du vivant, mais qui est partielle, qui est la connaissance réductionniste de comment faire qu'une cellule résiste au froid ou comment faire qu'une cellule résiste à un insecte, mais qui n'incorpore pas deux choses qui sont les conséquences à long terme pour cette cellule d'une part. Je vous rappelle quand même que CRISPR-Cas, c'est pas très vulgarisé ça, mais c'est quand même des articles de Cell qui nous l'apprennent, parce que là j'ai l'air de gesticuler en racontant des conneries, mais en fait tout ça, ça repose sur des articles publiés, y compris dans des revues comme Cell. Eh bien, CRISPR-Cas, ça permet de corriger très clairement la zone visée, mais ça introduit des cassures double brin un peu partout dans l'ADN, avec des risques de perte chromosomique. Alors ça, c'est des choses un peu mauvaises pour certains aspects de thérapie génique d'une part, et puis d'autre part, quand vous déplacez les gènes plus vite, vous accélérez l'évolution. Ça veut dire que
Ça peut être bien parce que vous accélérez l'apparition d'un blé résistant au stress hydrique, ok, mais vous accélérez aussi la probabilité d'avoir une conséquence négative, car toutes les nouveautés dans l'évolution peuvent avoir des conséquences négatives mal connues. Et on retombe sur la frénésie. Là, on alimente la frénésie de changement avec le fait que donc on augmente la quantité d'impact négatif qu'on aura. Alors, pour terminer là-dessus, il faut ralentir effectivement à terme, et pour l'instant, je pense que connaître le vivant profondément, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions, réductionnistes et intégratives, temps long de l'évolution, déploiement spatial des écosystèmes, d'accord ? Ce sera plutôt bien. Et je pense que cette question est un peu inspirée par le risque d'une connaissance réductionniste et d'une application de cette stricte connaissance réductrice. Vous y êtes ? C'est ça que j'aurais envie de répondre. Ok. Donc revenir au vivant dans plus de sensorialité, comme nous avons vu ce midi avec une artiste sculptrice de la nature qui est venue nous inspirer, en particulier sur son rapport à la matière et au sol. Donc revenir à une sensibilité, peut-être à nos rapports à la nature. Et j'aurais voulu vous dire que dans l'interdisciplinarité pour le primaire, pour incarner le concept d'interdisciplinarité dans le primaire, je crois que c'est plus les disciplines artistiques qui ont accompagné l'enfant vers la nature que des professeurs du muséum. Eh bien, sur ces belles paroles, nous allons passer la parole à Nadia Maïzi pour une dernière petite conclusion. Merci beaucoup pour cette conférence très inspirante. Je vais essayer de répondre très rapidement en élaborant sur 4 mots que j'ai entendus. Donc, j'ai entendu évolution, j'ai entendu encastré, j'ai entendu technologie et j'ai entendu interdisciplinarité. Et je crois que c'est absolument fantastique parce que aujourd'hui, finalement, dans on va dire, la Mecque, le chantre de la technologie, qui est l'école des mines de Paris. Nous sommes l'école de l'industrie. Nous avons, malgré tout, ouvert nos chakras et amené la nature dans nos réflexions sur la question de la transition. Et ça nous a permis d'évoluer. Et je faisais déjà un commentaire ce matin sur notre titre de ce forum qui parlait de s'inspirer de la nature et qui, malgré tout, avait compris qu'il ne fallait pas tomber dans ces technologies dites biomimétiques. Et donc, tout au long de la journée, je pense qu'on a pu évoluer très largement, puisqu'on a pu comprendre la complexité de la définition derrière les solutions fondées sur la nature, de manière assez conceptuelle ce matin. Et puis cet après-midi, on nous a entraînés dans des exemples très concrets. On a parlé de bocage avant que vous arriviez. On a parlé de forêt, on a parlé de zones humides, on a parlé de renaturation. Et on a donc vu que finalement, on pouvait gommer, s'inspirer. On pouvait parler de la nature. Isabelle nous a dit dans la nature. Vous nous avez dit vers la nature, avec la nature. Et je pense que c'est cette réflexion qu'on avait déjà commencé à mener en encastrant nous-mêmes dans notre programme TTI.5 le vivant avec cette création d'un axe qui s'appelle la planète vivante. Et donc sur l'interdisciplinarité, je ne pense pas qu'on ait l'ambition d'amener dans notre école, dans laquelle, comme partout ailleurs, la lutte est rude pour capter quelques heures d'enseignement sur quelques disciplines que ce soit. Donc je ne pense pas que l'ambition, ça soit de ramener les sciences du vivant à proprement parler. Pourtant, sur la planète vivante, on a vu que, alors qu'il n'y avait pratiquement que quelques chercheurs qui s'intéressaient à ce sujet, on est cette année en train de financer plusieurs thèses et post-doc qui vont intégrer la question du vivant dans les réflexions sur les solutions autour des questions de transition. Donc cette évolution, elle est en train de se mettre en place de manière extrêmement favorable. Et dans l'interdisciplinarité comme on la pratique, je pense que des projets communs avec le Muséum d'histoire naturelle ne nous feraient pas de mal.
Donc voilà, je vais conclure de cette façon-là sur notre programme. Et maintenant, je voudrais peut-être réagir sur l'implication en fait personnelle de ceux qui sont derrière cet institut TTI.5 pour qu'on arrive à naviguer dans des sujets, je pense que vous ne le percevez pas si vous n'êtes pas au sein de notre école, qui sont extrêmement lointains de nos préoccupations quotidiennes. Donc notre premier forum, c'était sur les enjeux sécuritaires des changements climatiques. Notre second forum, c'était sur la vision africaine par les Africains des changements climatiques. Et aujourd'hui, on vous parle de la nature. Donc c'est, je peux le dire, un travail phénoménal. Alors je vais appeler les personnes qui sont bien sûr sollicitées, fouettées du matin au soir pour qu'on arrive à créer tout ça. Donc Claire Commel, qui a travaillé au programme relancé. Oui, bien sûr, tu viens à côté de moi. Tous les intervenants, donc beaucoup d'entre vous la connaissent. Et puis pour la partie scientifique et initiation aussi de ce travail programmatique, Cyrielle, qui est là, elle est venue. Elle est là-bas, ouais, elle vient aussi à côté de nous. Qui a commencé à nous initier sur ces questions d'inspirer la nature, de restaurer, de compenser, ce qui a créé pas mal de débats entre nous. Donc, notre Alice Spazzaro, qui aussi est toujours derrière les petites mains pour les questions, les petites mains pour tous les aspects de diffusion scientifique, et c'est pas que les petites mains parce qu'il y a des grosses têtes derrière moi. Donc je continue avec Noémie Boischaud qui a travaillé très fort sur la communication et qui est nouvelle et qui a beaucoup tremblé, mais ça s'est extrêmement bien passé. Et puis Sabrina Beckley qui essaye d'animer notre jeunesse, pas toujours réactive, mais quand même. Et donc, vraiment, donc ça, c'est notre équipe cœur. Et vous remarquerez que c'est une équipe exclusivement féminine, ce qui nous va aussi très bien. Alors, pour rester dans la parité, donc Sandrine Sellos, qui n'a rien d'avoir avec Marc Sellos en termes de famille, on lui a demandé plein de fois. Mais alors, c'est un cousin, c'est un... Bon, non, en fait, non. Et Cathy, qui est venue de l'ICIJ, puisque tous les autres membres sont du CM1, pour animer cette journée. Donc, je les remercie aussi très chaleureusement. Et celui qui nous a supporté, Sébastien Johannes, qui nous a toujours accompagnés pour ces événements et qui, demain, pour notre workshop interne, sera notre grand ordonnateur. Donc, merci aussi, Sébastien. Comme on aime bien exploiter la jeunesse, donc on a des doctorants, des étudiants. Je vais leur demander de descendre aussi parce qu'on va faire une photo avec tout le monde pour clôture cette session. Et comme la jeunesse aussi a besoin de, quelque part, nous donner des leçons, je vous invite à rester puisque dans 10 minutes, il va y avoir le prix de la controverse, donc un travail sur des controverses environnementales que nos élèves de 3e année réalisent. Et nous avons sélectionné 3 controverses environnementales qu'ils vont défendre les uns par rapport aux autres pour essayer d'accéder au prix de la controverse. Donc on va vous donner donc des éléments vraiment motivants avec leurs prestations. Donc voilà, je vous remercie très chaleureusement d'être avec nous aujourd'hui et de nous soutenir par votre intérêt dans le déploiement de cet institut TTI.5. Merci beaucoup. Et les jeunes peuvent